Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. Dans ce journal, voici les titres. Les conclusions du dialogue national remises ce matin au chef de l'État. L'acte sanctionne la fin des travaux tenus au CICAD la semaine dernière en présence de toutes les forces vives de la nation. Le secteur de la pêche passé en revue hier lors d'un panel présidé par le Premier ministre. À son détour, les acteurs ont fait l'état des lieux de ce département qui fait face à de nombreux défis. Mois de mars, mois de la femme. Ce matin, nous vous présentons la première femme agrégée en chirurgie pédiatrique au Sénégal. La professeure Ndeya Bindoy a coordonné avec succès l'intervention chirurgicale très délicate des jumelles siamoises en août dernier. Liaison maritime Dakar-Gorée, la nouvelle chaloupe Boubacar Joseph Ndiaye a effectué hier un test grandeur nature. Les premiers voyageurs saluent les conditions de confort et de sécurité, vous les entendrez. À Tambacounda, nous vous livrons ce matin l'ambiance au quartier Ninafal. Jadis très fréquenté, ce quartier commercial est presque à l'arrêt depuis 2018. Avec la relance du chemin de fer Dakar-Tamba, les commerçants espèrent retrouver l'ambiance des grands jours. Bienvenue à tous. Le rapport du dialogue national a été remis au président de la République ce lundi. Le chef de l'État a bien pris note des recommandations de ces concertations avec toutes les forces vives de la nation. Le président Macky Sall compte saisir le Conseil constitutionnel pour recueillir son avis sur les questions de la date de l'élection et de l'après 2 avril. Il a par ailleurs magnifié le travail qui lui a été soumis, tout comme le génie sénégalais a supporté les difficultés, a surmonté les difficultés pour renforcer davantage notre système démocratique. Nous écoutons le chef de l'État. Monsieur le Président de la République, nous avons l'honneur et le privilège de vous remettre le rapport du dialogue national qui a été organisé sur votre initiative. J'ai bien pris note des recommandations du dialogue national. J'aurais pu, immédiatement après la décision du Conseil, fixer la date par décret. Mais je pense qu'il fallait partager avec les acteurs concernés, que ce soit les candidats, les partis politiques, les forces vives de la nation, parce qu'il s'agit d'une question qui intéresse la nation, la question de l'élection du président de la République, une question majeure qui nécessite de consulter le maximum d'acteurs. C'est pourquoi je remercie encore une fois toutes les parties prenantes de ce dialogue. À la suite de ce dialogue, je pense que je serai plus à l'aise pour prendre une date et la fixer. Et je dois aussi consulter le Conseil pour avis, puisqu'il y a un sujet de controverse. Et comme certains l'ont dit, ça aurait été un sujet facile si nous n'étions pas des êtres ou des esprits supérieurs et complexes. Mais comme il y a controverse sur l'après 2 avril, évidemment, nous allons saisir le Conseil constitutionnel pour qu'il nous donne sa lecture sur cette situation de l'après 2 avril. Bien entendu, j'ai évoqué, dit et redit ma position, ma préférence. Il reste que cet avis qui sera sollicité par le président de la République devra nous donner vraiment l'ultime position qui devra permettre à tout le monde de s'accorder sur cette décision du Conseil qui s'appliquera à tout le monde. Et il était essentiel qu'on revienne aux bases légales quand même de l'élection. On ne peut pas aussi faire une élection en faisant fi des dispositifs du code électoral qui organisent le processus. Et la première exigence, quand on parle du collège électoral, c'était les dispositions de l'article LO 137. Donc la nécessité d'avoir 80 jours entre la date du décret et la date de l'élection. Lorsqu'on connaît la vitalité de notre démocratie, lorsqu'on connaît le respect que nous avons pour nos institutions et pour notre Constitution, et la preuve est là, tout ce qui s'est fait, c'est dans le cadre du dialogue des institutions.
Il n'y a aucun problème. Chaque institution a joué son rôle pleinement. Pleinement. C'est une démocratie majeure qui montre que lorsqu'il y a une difficulté, on a les ressorts et les outils pour gérer ces crises. Et il faut s'en féliciter. Les Sénégalais doivent être fiers de leur pays et des capacités dont nous disposons pour justement réguler nos différends, faire en sorte que ces difficultés soient surmontées et que le pays continue sa marche vers l'émergence dans une société démocratique, ouverte et dans un processus surtout électoral transparent. Voilà le rapport du dialogue national remis ce matin au chef de l'État. Nous y reviendrons plus largement dans nos prochaines éditions. Je vous l'annonçais également au début du journal, la pêche, les acquis et défis au cœur d'un grand panel tenu hier à Yoff, un événement présidé par le Premier ministre, qui a apporté justement des réponses aux nombreuses questions des acteurs du secteur, accords de pêche, protection des ressources. Le Premier ministre rassure quant à la préservation des intérêts des pêcheurs. Le compte-rendu de Ramdawa. Yoff comme un spectacle des grands jours de pêche. C'est que les pêcheurs, les experts du domaine et les populations déroulent le tapis rouge au Premier ministre dans un grand panel consacré à un secteur vital. Nous vous demandons de protéger davantage les ressources halieutiques, car c'est notre principale difficulté. Nous voulons aussi que les accords sur le thon soient revus, car nous pêchons aussi le thon par ici. Nous insistons sur la protection des ressources, car nous, transformatrices, nous ne voyons plus de poissons. Ce sont les clientes qui nous en amènent directement pour que l'on transforme pour elles. Le grand panel de la pêche est composé de grands noms du secteur, d'anciens ministres de tutelle. Les contributions donnent l'espoir de remédier aux maux d'un secteur aussi populaire qu'éprouvé. Des précisions aussi sur les acquis. Des moteurs subventionnés à hauteur d'1 million de francs CFA l'unité, ça n'existe nulle part ailleurs qu'au Sénégal. 8 milliards sont aussi consentis annuellement dans la subvention du carburant des pirogues. De 2012 à maintenant, cela fait 96 milliards de francs CFA de subventions au profit des pêcheurs. 96 milliards de subventions pour nous donner la pêche pour que nous ayons des moutons. Quand j'ai quitté le ministère, nous avions reçu 55 camions frigorifiques pour les acteurs. Du temps d'Oumar Gueye, plus de 115 camions étaient déjà distribués, entre autres. Donc, si l'on consolide tous ces efforts du président Macky Sall, on peut davantage développer ce secteur qui emploie plus qu'on ne croit. C'est au moins 1 500 000 âmes qui en vivent. Donc c'est un secteur majeur de ce pays. Les réalisations mettent tous les intervenants d'accord. Il reste encore du chemin et le Premier ministre partage sa vision d'une pêche qui profite à tous. On va mettre l'accent sur les ressources humaines. Mais infrastructure, en plus de ce qu'a fait le président de la République, nous voulons mettre l'accent sur les ressources humaines et les infrastructures de pêche. Tout ce qui est construction de quais, ports, les équipements qui vont avec, l'immatriculation des pirogues, la sécurité, les moteurs, le GPS, tout cela sera renforcé. GPS. Pour les accords de pêche, le gouvernement est aussi en phase avec les aspirations des acteurs. Accord de pêche bi ngeen wax ak Union européenne dinañ ko rediscuter
ñu dem ci niveau boo xamante ni yéen espace bi ngeen di nappee day yokk. Les accords avec l'Union européenne seront revus. Nous vous permettrons d'aller plus loin dans la pêche. Le thon aussi peut vous rapporter plus avec les semi-industriels qui sont dans le pays. Le gouvernement est en phase avec vous sur ce point. Nous allons revoir les accords à votre grand bénéfice. On a des sociétés yu nekk ci biir Sénégal yoo xamante ni am nañu ay jumtukaay yu leen mën a may thon boobu. Le grand panel est à l'initiative du directeur général de FONSIS, Abdoulaye Diouf Sarr. Les acteurs venus de différentes zones de pêche ont eu des heures d'échange constructifs et prometteurs avec le Premier ministre. Nous en venons à notre série consacrée au mois de mars, mois de la femme. La professeure Ndeya Bindoye est à l'honneur ce matin. Elle a coordonné l'intervention chirurgicale très délicate des jumelles siamoises en août dernier. Première femme agrégée en chirurgie pédiatrique au Sénégal. Elle est réputée pour son expertise dans le domaine des maladies infantiles complexes qui nécessitent une opération. Le grand format santé retrace justement le parcours professionnel de celle qui va bientôt boucler 20 ans de carrière. Fantabachi. Dans ce bloc opératoire du service de chirurgie pédiatrique de l'hôpital d'enfants Albert Royer de Fann, le professeur Ndeya Bindoye réalise une opération de plus. Les interventions chirurgicales complexes sont domaine de prédilection. En chirurgie pédiatrique, autant on peut faire régulièrement des pathologies simples qui parfois même sont du ressort d'un chirurgien généraliste. Il y a également des pathologies qui font la particularité de la spécialité et qui sont généralement complexes comme la chirurgie néonatale, telle que les atrésies de l'œsophage, les remplacements œsophagiens suite à des injections de produits caustiques que nous faisons également. Il y a également des chirurgies de certaines malformations des organes génitaux externes qui sont très complexes, les génitoplasties. Nous intervenons pour la chirurgie réparatrice de ces organes génitaux qui reste une chirurgie très complexe également. Pour cette première femme agrégée en chirurgie pédiatrique, chaque intervention est un défi de taille. Il faut qu'on puisse répondre, nous, à toutes les demandes en termes de prise en charge de pathologies chirurgicales pédiatriques. Le personnel est là. Le personnel aussi bien chirurgical que le personnel anesthésique est là. Donc, il reste peut-être à intégrer le matériel nécessaire, indispensable, pour répondre à toutes les demandes en matière de chirurgie pédiatrique, disons, du pays. Ndeya Bindoye rassure ses collaborateurs en salle d'opération. Elle se distingue de par sa détermination, sa rigueur et sa pédagogie. C'est des gens qui nous aident beaucoup à prendre en charge les enfants. C'est pas facile de travailler avec les enfants, mais c'est des gens qui sont très engagés, qui aiment ce qu'ils font, qui aiment leur métier. Donc, si nous, en tant qu'anesthésistes, souvent on est à l'aise dans ce que l'on fait, c'est parce qu'on est en face des chirurgiens qui ont vraiment de l'expérience et qui, peut-être pendant les interventions, peut-être ne causent pas trop de soucis à nous, anesthésistes. Et ça, c'est important. C'est une personne qui est très engagée dans son travail, une personne très magnanime et qui partage tout le temps ce qu'elle sait avec ses étudiants. Voilà, très dur, oui, pour la formation, mais une personne qui a un très grand cœur. Elle m'a beaucoup appris. C'est d'abord un maître pour moi, parce que c'est elle qui m'a formé. On est devenus collègues, donc on travaille ensemble. On opère, même aujourd'hui on opère ensemble, on a un journal opératoire ensemble et je continue toujours à apprendre d'elle. La chirurgie pédiatrique est peu représentée selon elle. C'est pourquoi elle s'investit pour plus de ressources et de traitements chirurgicaux innovants afin de prendre en charge toutes les problématiques en la matière. L'idéal, ce serait que nos jeunes opèrent mieux que nous. Et en chirurgie, ça ne veut pas seulement d'opérer. Il faut savoir poser les bonnes indications. Bien opérer, ça veut dire pouvoir prendre en charge toutes les complications qui peuvent exister, en tout cas autour de la pathologie qu'on prend en charge. Il faut être là avant,
bien prendre en charge le malade en opératoire, avoir également le réflexe de bien le suivre après et surtout avoir une connaissance sur cette pathologie et tout ce qui peut tourner autour pour pouvoir anticiper. Donc le challenge, c'est relever en fait le niveau des jeunes pour avoir une meilleure prise en charge demain de nos enfants malades. Après des études de médecine générale à la faculté de médecine et de pharmacie de l'université de Fès au Maroc, Ndeye Abindoye termine son cursus à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où elle a fait sa thèse de doctorat avant d'aller en France pour une année de formation. Ancienne interne des hôpitaux, ses travaux scientifiques lui ont permis de passer au concours d'agrégation en 2020 et elle en est sortie major. J'aimerais vraiment voir toutes nos jeunes dames, collègues dynamiques qui sont très sérieuses, très performantes, suivre également la même voie pour qu'on soit une équipe beaucoup plus forte et beaucoup plus importante parce qu'il y a beaucoup de dames qui puissent être également agrégées dans cette spécialité. On voit que de plus en plus, il y a de jeunes femmes qui s'intéressent à la spécialité. Le professeur Ndeye Abindoye a coordonné avec succès l'opération des bébés siamoises en août dernier. Elle fait partie des personnalités médicales qui placent le Sénégal dans le cercle restreint des pays émergents dans le domaine médical. Voilà, la professeure Ndeye Abindoye a l'honneur ce matin dans la série consacrée au mois de mars, mois de la femme. Dans un instant, tout de suite d'ailleurs, le JT des régions. Et nous ouvrons justement par Kaffrine donc, qui a reçu la coordonnatrice nationale de Promoville, accompagnée d'une forte délégation, plusieurs kilomètres de route en cours de réalisation dans la commune. Les travaux vont faciliter la mobilité urbaine et améliorer les conditions de vie des populations. Coût du projet, 5,7 milliards de nos francs. On fait tout de suite le point sur place avec Claire Diop. Visite de chantier pour évaluer l'état d'avancement des travaux initiés par Promoville ici à Kaffrine. Dans la délégation, la coordonnatrice nationale de Promoville, ses services techniques aussi les autorités administratives locales. Le projet déroulé prévoit la réalisation de 6,7 km de voirie répartis sur 9 tronçons. Nous avons remarqué sur site que tous les tronçons ont été ouverts, sont démarrés et sont à un taux d'exécution de 30%. Donc le coût global de l'investissement qui sera finalisé est environ autour de 5 milliards. Et nous notons un engagement de l'entreprise pour pouvoir finaliser ces travaux-là dans un délai assez court. Les chantiers seront livrés dans les meilleurs délais, a laissé entendre la coordonnatrice. En tout cas, sur la base de ce que nous avons vu sur le site et des engagements que l'entreprise a pris, nous avons bien espoir que ces travaux-là seront finalisés d'ici la fin du délai qui est prévu au mois de septembre 2024. Il y a des infrastructures sociales qui normalement doivent accompagner le projet, mais nous travaillons avec la mairie pour finaliser ces projets-là afin d'intervenir. Les travaux vont impacter 12 quartiers de la commune de Kaffrine. L'impact socio-économique est considérable. Cette visite de terrain qui nous permet d'évaluer l'exécution des travaux qui nous ont été promis il y a un an et qui ont commencé une bonne exécution au moins à hauteur de 30%. Et nous sommes convaincus que l'objectif du 30 septembre sera réalisé, où Kaffrine va se doter d'une voirie moderne en adéquation avec les objectifs tracés par le chef de l'État, mais aussi notre volonté de transformer la commune en une belle ville au cœur du Sénégal. Je voudrais saisir cette opportunité encore une fois pour réitérer nos remerciements à l'endroit du président de la République qui a bien voulu penser le Promoville, qui est véritablement un projet d'équité territoriale, d'équité sociale. Le projet bénéficie du financement de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Il est aussi prévu la réalisation de plusieurs structures d'inclusion sociale, dont 3 infrastructures communautaires et de l'appui institutionnel. Instruction est aussi donnée aux services municipaux et aux populations de Kaffrine pour s'engager dans la dynamique d'une franche collaboration pour la finalisation des travaux dans les délais requis.
Claire Diop, retour à Dakar pour une autre bonne nouvelle. La nouvelle chaloupe Boubacar Joseph Ndiaye a effectué hier un test grandeur nature. Elle va désormais assurer la liaison maritime Dakar-Gorée. Les voyageurs, vous allez les entendre, saluent le confort et la sécurité à bord. Ousmane Garifé a également fait le voyage. Débarcadère de Gorée, il est 20h ce dimanche. Les pensionnaires du collège Mariama-Ba de retour de week-end franchissent le quai. Elles avaient embarqué quelques minutes plus tôt depuis la gare maritime de Dakar. Un retour sur l'île à bord de leur toute nouvelle navette, la chaloupe Boubacar Joseph Ndiaye, qui vient d'effectuer avec succès sa dernière rotation test de la journée. Ce jour, aujourd'hui, nous avons terminé la dernière phase donc, du programme d'exploitation de la chaloupe et nous avons terminé par un voyage symbolique avec donc, les élèves de l'école Mariama-Ba. Ce que nous retenons simplement, c'est que nous avons, dans nos différents essais, pu transporter à peu près 7000 personnes. C'est le programme de test de rotation, d'une part. D'autre part, chacun de nos pilotes a pu aujourd'hui faire le nombre de rotations nécessaires qui permettent de qualifier et de laisser la chaloupe en phase commerciale avec les équipes sénégalaises. Un voyage effectué dans les meilleures conditions, au grand bonheur des passagers. Super, super, rien à dire. Super, rien à dire. Les places sont confortables et puis bon, les horaires aussi, ils respectent leurs heures de navette, donc rien à dire, super bien. Je la trouve magnifique, hein? Vraiment, nous sommes très contentes de cette initiative. Ça permet à beaucoup de personnes de voyager, j'ai vu le nombre et vraiment, nous sommes honorés et contents. Il y a beaucoup plus de confortabilité, plus de sécurité. Bon, c'est une innovation, c'est quand même bien, voilà. Confort, sécurité, connectivité, la nouvelle chaloupe offre une palette de commodités aux usagers. Les touristes, eux, sont sous le charme de cette nouvelle acquisition du port autonome de Dakar. Je me sens chez moi, dans mon salon. Quand on venait matin, ce que j'ai pris, ce n'est pas la même chose. Mais ça là, c'est très beau, très, très agréable, je sais pas, très à l'aise. Et c'est magnifique. Je dis merci à celui qui a l'initiative de donner ça à la population. Le président Macky Sall, que Dieu veille sur lui. Je trouve que cet appareil, c'est un très bon appareil car il est très bien structuré. Et c'est un réel plaisir de passer du temps ici et de traverser, de faire la traversée avec cette nouvelle chaloupe. Très belle, vraiment très belle. C'est fantastique et c'est commode. Il y a le confort dedans. C'est très confortable, ouais. Très, très confortable. La traversée de ce dimanche a été précédée par des dizaines d'autres pour éprouver les vertus du vaisseau, des tests qui ont permis de se persuader des réelles capacités opérationnelles du bateau. Nous avons aussi fait un certain nombre de rotations en fonction des heures de haute marée et de basse marée afin que le débarquement puisse se faire avec un bon niveau de confort. Nous avons aussi essayé des voyages de nuit, des voyages de jour, des voyages tôt le matin, des voyages en milieu de journée. Et on a trouvé aussi un bon schéma afin de prendre en compte l'ensemble des préoccupations, notamment ceux qui transportent des bagages lourds qui ne sont pas indiqués pour ce type de trajet. Sortie des chantiers navals de Efsane en Turquie, la nouvelle chaloupe qui va assurer la desserte de Gorée sera pilotée par des marins sénégalais rompus à la tâche. C'est donc parti pour plusieurs années de bonheur sur cette desserte qui jadis était un calvaire pour les Goréens. Voilà, vous suivez l'actualité régionale. Tout de suite, la rubrique découverte. La rubrique découverte qui nous mène à Tamba avec la relance du chemin de fer entre Tambacounda et Dakar. Vous le savez, son arrêt en 2018 a laissé un vide important parmi les offres de transports abordables, surtout pour les commerçants qui faisaient la navette entre Tamba et Dakar. C'est pourquoi les essais à blanc effectués récemment entre Thiès et Tambacounda ont redonné beaucoup d'espoir aux commerçants du marché rue Aïninafal. C'est un marché qui se trouve dans la commune de Tambacounda. Et pour en parler, nous allons tout de suite retrouver notre correspondant sur place dans la région, Tidiane Cissé.
Effectivement. Alors là, je suis devant le terminal à conteneurs que vous pouvez voir derrière moi. Dès que la reprise sera effective, c'est là où les camions gros porteurs vont prendre leurs marchandises au lieu d'aller jusqu'au port autonome de Dakar. Ce qui sera un gain de temps énorme pour ces camionneurs quand on sait que la distance entre Tambacounda et Dakar, c'est plus de 400 km. Ce terminal à conteneurs est situé juste à côté d'un marché qui est bien connu ici à Tambacounda, c'est le marché rue Aïni Nafal. Les commerçants dans ce marché attendent avec beaucoup d'espoir la reprise du chemin de fer entre Tambacounda et Dakar. Construit par l'ancien maire Moussa Diallo, le marché rue Aïni Nafal est situé au cœur même de la ville de Tambacounda, à proximité du chemin de fer. Un marché qui joue un rôle très important dans l'économie locale. Marché bi ñu ko inauguré en 1978. Ce marché a été inauguré en 1978. C'est l'un des premiers marchés de Tambacounda. Son importance est liée au chemin de fer. Car auparavant, il y avait plus d'ambiance. Les commerçants qui venaient de Dakar, de Bamako, passaient tous par ici. En dehors des tables et des kiosques, ce marché compte plus de 160 cantines, toutes occupées par des commerçants qui vendent un peu de tout. Des habits, des chaussures, des téléphones portables et autres accessoires. La réhabilitation du chemin de fer est un sujet qui passionne beaucoup ces commerçants. Ce que nous voyons à côté avec le chemin de fer augure des lendemains meilleurs pour nous les commerçants. Car il y aura du mouvement. Le développement dépend de la mobilité des biens et des personnes. On a beaucoup d'espoir parce qu'il y aura une grande affluence. Et quand il y a du monde, c'est toujours bon. Pour nous, par exemple, les tailleurs. Ça, par exemple, on l'appelle Bogolan en manding. Ça coûte 25 000. Ça vient du Mali. Auparavant, on nous envoyait ça par le train. Il n'y avait pas beaucoup de véhicules. C'est le train qui transportait presque tout. Ces derniers mois, l'État du Sénégal a démontré sa ferme volonté de relancer le transport ferroviaire entre Tambacounda et Dakar. Après les travaux d'entretien et de maintenance, il y a eu plusieurs essais à blanc entre Tambacounda et Thiès. Félicitations également aux cheminots et l'ensemble des personnes qui ont travaillé sur ce tronçon, la réhabilitation du chemin de fer de Thiès à Tambacounda. Et vraiment, nous sommes très heureux d'être ici et nous prions le Tout-Puissant que ce projet continue afin que le chemin de fer reprenne son lustre d'antan. J'aimerais aussi lancer un appel au chef de l'État. Il y a 28 cantines qui ont été démolies dans le cadre de la réhabilitation du chemin de fer. On sait que c'est pour Tamba, mais les concernés méritent un dédommagement de l'État. La reprise du chemin de fer entre Tambacounda et Dakar va non seulement permettre de créer beaucoup d'emplois pour les jeunes et pour les femmes, mais aussi revitaliser l'économie locale qui jadis dépendait beaucoup du transport ferroviaire. Après le Sénégal oriental, direction le sud pour nous arrêter justement au royaume de Calobone. C'est dans la commune de Seuil qui a désormais un nouveau roi après 10 ans de vacances du trône. Koudiok Sobo Diatta, son nom de la royauté, remplace ainsi Siang Edjama Djibalen, rappelé à Dieu en 2014 en prélude à son intronisation. Le nouveau roi a été présenté au public, nous dit Michel Mendy. Une entrée triomphale pour marquer le début de son règne. Après 10 ans de vacances du trône, le royaume de Calobone vient d'avoir un nouveau souverain. Ça fait plus de 10 ans qu'on n'a pas de roi ici à Calobone et que donc aujourd'hui c'est un grand jour et je pense que tout Calobone est heureux, mais tout aussi est heureux
Donc, nous lui souhaitons en tout cas longue vie, beaucoup de santé et surtout une bonne mission. Il est accueilli par la joie, par la fête, c'est une grande fête, tout le monde est là. Voilà, on est même débordé par les gens. Je suis très contente. C'est ce qu'il nous faut pour que la terre de Kalabon ne meure jamais. Nous souhaitons que le roi vive plus longtemps que ses grands-parents qui l'ont précédé, qu'il nous bénisse pour la paix dans le monde. Le nouvel élu de son nom de naissance, Corneille Diatta, porte désormais un nouveau nom. L'ancien que les gens ont connu il y a longtemps, ça va être oublié. Et maintenant, on va prendre le nouveau nom publié ici, officiellement. Le nouveau nom, Koudjo Sobo. Koudjo Sobo. Koudjo Sobo. Koudjo Sobo. Vive le roi. Koudjo Sobo. Diatta. Il remplace ainsi Sihang et Diama Djibalen dont le règne n'a duré que 5 ans. C'est après un long processus de consultance et de retraite spirituelle que le nouveau roi est présenté à ce sujet. Un nouveau roi, on l'attrape, on le ramène dans un bois sacré, on lui fait une cérémonie initiatique en face des sages pour qu'il comprenne son rôle, entre autres. À partir de ce moment, le 6e jour, bien évidemment, le roi sort, comme aujourd'hui, et c'est cette cérémonie qu'on appelle le Bahisen, c'est-à-dire qu'il y a une cérémonie de prestation de serment, mais une cérémonie durant laquelle il va avoir sa tutélature royale. Avec son homologue Siby Lombay, ils sont désormais 2 dans la commune de Oussouye. Pour le maire, c'est une fierté de les avoir à ses côtés. Nous avions un bras, c'est le roi d'Oussouye. Le deuxième bras aujourd'hui, c'est le roi de Kalabon. C'est-à-dire que donc nous sommes très heureux parce que c'est une gestion de la cité et que nous on a besoin de ces rois-là effectivement pour réussir cette mission-là. Parce que je pense effectivement qu'ils sont de grands apports. Parce que le roi joue un rôle d'équilibre social dans notre société-là. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de présentation du nouveau roi appelé Bahisen. Celle de son intronisation, dont la date reste à définir, viendra après. Nous restons dans la zone pour parler de cette campagne de vulgarisation du badminton, une initiative de la fédération dédiée, vous allez le voir, à Ziguinchor. Elle a tenu un stage pour initier une trentaine de formateurs venus des 3 régions de la Casamance. Ils vont à leur tour former les écoliers, les éclairages. C'est sur place d'Abdoulaye Singare. Faire de la Casamance un vivier de talent pour le badminton, c'est l'objectif de la fédération sénégalaise chargée de cette discipline. Aujourd'hui, nous voulons que le badminton soit pratiqué par toute la population jeune et qui ont de la dextérité. Et aujourd'hui, au niveau du sud, nous avons aussi la chance d'avoir des jeunes qui sont assez dynamiques et assez forts pour jouer au badminton, qui demandent aussi vraiment une certaine capacité. Mais j'ose croire que d'ici sous peu, ces formés-là vont aller dans les clubs ou même créer des associations, ou même le club Casasport, qui est un club pluridisciplinaire, peut ouvrir une session de badminton. Pour y parvenir, la fédération a choisi comme porte d'entrée les établissements scolaires. Avec cette session, une trentaine de professeurs d'éducation physique est enrôlée. La formation vise tout d'abord à aller dans les établissements scolaires, faire la promotion de la discipline, sachant que c'est une nouvelle discipline. La Fédération internationale de badminton a mis en place ce programme pour justement développer, vulgariser et faire la promotion de la discipline dans les établissements scolaires avec des enfants de 7, de 3 même, jusqu'à 15 ans. Mais quelle est cette discipline proche du tennis qui se joue avec ce projectile appelé volant? Le badminton déjà, c'est un jeu de raquettes qui est le petit frère du tennis, qui se joue sur un terrain de 16,40 m sur 6,10 m. Et le principe, c'est de faire tomber le volant au niveau de la partie adverse. Alors, il se joue en simple, en double, tant chez les hommes que chez les femmes, et en mix, donc un garçon et une fille. Pour cette session, la Fédération sénégalaise a invité la Gambia Badminton Association. Sénégal Federation amul dara lu ñu organise like luy develop badminton te Gambia bokk ci. Every time fu ñu organiser.
La Fédération sénégalaise nous invite à toutes ces activités qui visent la promotion du badminton. Nous sommes très honorés de cette collaboration. La main dans la main, nous pouvons développer le badminton dans la sous-région. Dans sa mission de vulgariser la discipline, la Fédération sénégalaise peut compter sur l'accompagnement de la Fédération internationale. Nous avons présenté un plan stratégique de développement et sur lequel plan la Fédération mondiale nous accompagne dans ce qu'on appelle le plan héritage, legacy. Cet héritage nous permet d'avoir du matériel et récemment nous avons acquis 4 tapis de badminton et un lot de 30 kits scolaires équivalent à 600 raquettes et plus de 5000 volants. Et ce matériel va nous permettre de nous répandre cette formation et de doter les zones les plus reculées du matériel. Les IOJ de 2026 que le Sénégal a le privilège, je pense, d'organiser, on doit commencer le travail dès à présent. Essayer d'avoir des représentants au niveau de la région de Ziguinchor d'une manière particulière, mais aussi en général pour la région de toute la Casamance, pour qu'ils puissent représenter dignement, je pense, que le Sénégal lors des JOJ. C'est l'occasion aussi vraiment de remercier et de féliciter la Fédération en principe de badminton. Ce stage de Ziguinchor a réuni des participants venus de 3 régions de la Casamance. Au niveau national, le badminton a fini de s'implanter dans plus de 10 régions. Juste après moi, retrouvez Cheikh Bamba Gueye pour la version Wolof du journal télévisé. Merci de votre fidélité. Bon et bel après-midi à tous. Thank you.